bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus. Je suis Maxime Leroy, je suis revenu en France assez récemment, il y a 4 mois. J'ai travaillé à New York les 10 dernières années et les 3 dernières à CNN et au New York Times. Le sujet, ce que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, c'est comment est-ce que les médias américains, mais pas que, j'ai aussi beaucoup d'exemples français, s'inspirent des plateformes. Par plateforme, j'entends que ce soit plateformes sociales, que ce soit réseaux sociaux purs ou des plateformes comme Quora, par exemple, avec d'autres mécanismes que du pur réseau social. Comment elles peuvent s'inspirer de ces mécaniques pour créer un rapport avec le lectorat, l'audience qui soit plus interactif et qui soit une source de trafic direct, de rétention répétée. J'ai très peu de slides intentionnellement. L'idée, c'est qu'on a 40 minutes à peu près ensemble et j'ai 10 slides, donc on peut passer autant de temps qu'on veut. Et du coup, le but, c'est vraiment que vous puissiez poser vos questions à tout moment. Il n'y a pas d'arrêt spécifique 10 minutes à la fin pour un échange avec questions. On est très peu nombreux et on peut le faire en direct. Donc vraiment, si vous avez une question, vous levez la main et on peut en discuter tous ensemble. Voilà, je vais commencer rapidement. Donc ça, c'est ce que je vous disais à l'instant. Et voilà, je vais commencer avec 2 définitions très rapidement. Elles sont forcément subjectives, c'est les miennes, elles ne sont pas tirées d'un dictionnaire, elles sont bien plus concentrées dans le cas spécifique d'un média. L'audience, je la définis comme tout le public qu'un média peut toucher via ses canaux. Ça veut dire sans que ce public-là ait une intentionnalité particulière de suivre ce média. C'est-à-dire que quand vous êtes en compétition, par exemple, dans le carrousel de Google, dans les actualités, et que quelqu'un clique sur vous au lieu du concurrent juste parce que vous êtes le premier, voilà, il a réussi à vous atteindre, mais ça ne veut pas dire qu'il est forcément absolument fan de la marque et de ce média-là, sinon il serait passé par votre site et pas forcément par Google. Donc l'audience, c'est un peu tout ce public hyper large que vous pouvez toucher, mais qui n'a pas encore développé une relation avec vous. Et la communauté, par effet miroir, c'est vraiment ce segment de votre audience qui va décider non seulement de visiter vos supports, soit une app, une newsletter, un site, vos comptes sur les réseaux sociaux, et de commencer à vous répondre. Donc d'engager une réaction, une interaction, une relation qui va au-delà du simple émetteur et vous pouvez consommer le contenu. Donc ces 2 définitions qui vont revenir un tout petit peu dans ce que je vous présente aujourd'hui. Comment fidéliser votre audience ? Il y a 2 manières principales de le faire. Il y en a beaucoup d'autres, mais il y en a 2 qui reviennent tout le temps. La première qui n'est pas mentionnée, parce que ce n'est pas le sujet de cette conférence, c'est en fait d'investir dans votre contenu, de le sérialiser, de créer des rendez-vous spécifiques, de jouer sur le rendez-vous du matin, une newsletter qui part à un moment spécifique. Il y a aussi toute la partie produit, qui là correspond à plein d'expériences utilisateurs qu'on retrouve dans beaucoup d'autres industries que juste les médias. Donc avoir les bonnes notifications au bon moment, avoir des parcours d'email pour réengager vos lecteurs. Donc le contenu, le produit, c'est des choses... Voilà, le contenu fait partie, je dirais, des réflexes et des compétences déjà de la rédaction. Donc c'est un levier qu'on active assez facilement. Le produit, il y a tellement d'autres exemples dans l'industrie que c'est... voilà, il y a plein de choses à faire. Le dernier... il est beaucoup plus expérimental. Aujourd'hui, il n'y a pas, à mon sens, un média, ni le New York Times, ni CNN d'ailleurs, c'est plus des expérimentations au sein d'un peu tous les médias pour créer des relations, mais il n'y a pas encore un média qui est parfaitement interactif, qui a réussi à créer la communauté absolue. Mais par contre, on va en parler là, ensemble, en passant par pas mal d'exemples. Alors ces exemples d'interaction qu'on peut créer, j'ai défini un cadre, mais c'est vraiment très simple, peut-être simpliste, mais c'est juste pour qu'on se donne un cadre cet après-midi pour pas que ce soit juste une longue succession d'exemples. De mon point de vue, il y a quand même 2 axes qui peuvent aider votre média à voir un peu quel est le niveau d'effort pour créer des interactions avec l'audience. Il y a un premier axe, est-ce que l'audience elle est asynchrone ? Est-ce qu'elle arrive avant la production de votre contenu ou après la production de votre contenu ? Ou est-ce qu'elle est synchrone ? Est-ce que c'est pendant le live ? Est-ce que c'est ça qui donne naissance au contenu lui-même ? Et du coup, c'est une interaction qui est quand même qui nécessite un peu plus de ressources. Et le deuxième axe qui va nécessiter un peu de ressources, c'est est-ce que ces interactions, elles vont être modérées? Est-ce que c'est des commentaires avec des gens qui écrivent 10 phrases et il faut savoir exactement ce qu'ils ont écrit, ou est-ce que c'est juste
une réaction emoji parmi 5 que vous avez prédéfinies, auquel cas il n'y a pas besoin de les modérer et c'est beaucoup plus simple. Donc on va rapidement passer les quatre éléments, mais je vais le faire comme ça. Si on commence, c'est là où vous pouvez, si aujourd'hui votre média n'a pas forcément beaucoup d'interactions avec son audience, c'est clairement dans cette catégorie-là que vous pouvez expérimenter le plus facilement. Parce que ce qu'on va retrouver ici, c'est des interactions, des relations avec votre lectorat qui se font avant ou après le contenu, donc qui n'influent pas directement la production du contenu et qui n'ont pas besoin d'être modérés. Je vais vous donner 2 exemples qui rendent ça beaucoup plus concret que cette phrase. Vous pouvez poser des questions sur le prochain sujet. Ça va être avant. C'est tout simple, surtout sur des médias justement spécialisés comme Vert, BriefMe le fait aussi ou l'a fait aussi. Voilà, si vous avez des rendez-vous réguliers, de pouvoir juste donner au lecteur cette possibilité de dire voilà, parmi ces 3 sujets-là qu'on a de toute façon envie de traiter, c'est pas quelque chose qui va complètement changer votre ligne éditoriale. Vous proposez de toute façon les sujets que vous aviez envie de traiter. C'est juste le premier sur lequel vous allez pouvoir vous concentrer, il peut venir de la communauté plutôt que juste d'être votre intuition. Sur les channels Telegram, celui du New York Times a bientôt 98 000, voilà, il a bientôt 100 000 abonnés. On l'a lancé une semaine après, quand mon équipe l'a lancé, c'était une semaine après le déclenchement du conflit en Ukraine. Le channel Telegram du New York Times est uniquement dédié au conflit en Ukraine et tous les articles sont hors paywall si vous passez par Telegram. C'était très intentionnel. Le but, c'est qu'on puisse être lu en Ukraine et en Russie sans que notre contenu soit limité. Et en fait, on l'a vu assez rapidement, il y a beaucoup de gens qui se sont abonnés. On a fait un sondage qui ne sont pas en Ukraine et en Russie et juste qu'on trouvait ce mécanisme pour recevoir les news avec des notifications plus intéressants et qu'on voulu vraiment suivre ce sujet-là en particulier. Sauf que ce dont je veux vous parler, c'est ça. En fait, cette interaction-là, aussi superficielle qu'elle puisse apparaître initialement, elle existe nulle part sur les supports du New York Times qui sont très classiques d'une certaine manière, où à la fin de l'article, vous avez l'auteur et ça s'arrête là. Parfois, il y a des commentaires, on ne les ouvre pas sur tous les articles, mais ça s'arrête là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a défini une dizaine d'emojis sur Telegram. Vous pouvez tout définir en détail. Donc, vous pouvez même dire parmi les emojis que c'est 10-là qu'on autorise. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous allez sur le Telegram, vous verrez que selon l'article, il change complètement. Il y a des articles qui déclenchent de la colère. Il y a des articles qui déclenchent de la tristesse. Et en fait, ça, des screenshots sur le Slack du New York Times de journalistes montrant ces emojis-là, j'en ai vu plein, parce que c'était la première fois, littéralement la première fois, qu'ils avaient un équivalent de réaction à leur contenu qu'ils n'ont jamais, puisque la présentation très classique, le lien qu'ils envoient à leurs amis pour arriver directement sur la page du New York Times, celle-là arrive sur un support qui est très froid, en fait, où on ne peut pas percevoir quelle est la réaction de la communauté. Donc que ce soit des sondages avant le contenu ou des réactions après le contenu, dans les 2 cas, là, vous avez des interactions où vous définissez entièrement les contraintes, c'est vous qui vous proposez les sujets, c'est vous qui définissez les emojis, donc il n'y a rien à modérer. Donc ça rend ces expérimentations-là très simples à mettre en place si on part de rien. Je vais faire une petite pause avant de passer aux autres catégories. Si jamais il y a une question, on peut aussi le faire à la fin, mais hésitez vraiment pas en tout cas. Oui. Pas dont je me rappelle, je crois que Kiev Independent justement s'était mis rapidement sur Telegram et c'est un peu, on voulait être un peu le miroir mais étranger, pas local du conflit, mais j'ai pas le souvenir là immédiat d'un autre. Mais pour le coup, c'est hyper intéressant parce que si vous regardez, je pense que vous le voyez tous, les plateformes classiques, Instagram, Facebook, vous envoient de moins en moins de trafic puisque l'expérience, c'est même pas. Ce qui est intentionnel, c'est que l'expérience utilisateur, c'est que après un tweet vient un autre tweet beaucoup plus facilement que de cliquer dessus. Pareil pour une story, pareil pour un post Facebook. Donc c'est de plus en plus facile d'amener du trafic via ces réseaux, alors que Reddit, Telegram
Si vous voyez que les nombres sont stables ou continuent d'augmenter ou prennent une part plus importante, c'est parce que l'interface fait que si vous avez un lien sur Reddit, vous cliquez dessus, vous êtes immédiatement sur le site du publisher. Pour l'instant, l'expérience utilisateur, elle est comme ça. Il y a un vrai respect de comment est-ce que je vais le plus directement au contenu. C'est pareil. Sur Telegram, si vous cliquez là, en plein milieu, là, partout, vous arrivez directement sur le site du New York Times. Donc c'est vraiment des channels qui, pour moi, sont intéressants à utiliser d'un point de vue expérience utilisateur, parce qu'il y a une vraie logique à renvoyer du contenu qui est beaucoup plus proche de la newsletter qu'une expérience utilisateur qui empêche les gens quasiment de cliquer. Êtes-vous sûr que vous voulez sortir du site sur LinkedIn? Enfin, on est à 2-3 clics au lieu de juste un, quoi. Ouais. Exactement. Nous, quand on l'a lancé, on s'est dit les gens vont pas se mettre à suivre le New York Times sur tous les sujets. Et du coup, on va avoir une notification toutes les 2 minutes. Il y a 250-300 assets. Donc ça peut être de l'article, une vidéo. C'est tout ce qui est produit par le New York Times. C'est à peu près 250 éléments par jour. Donc on peut absolument pas se dire on reproduit ça. Donc on s'est vraiment dit au début on prend qu'un seul sujet. Et il y avait aussi énormément de pages sur les réseaux sociaux. Il y a New York Times LGBT, diplomatie. Enfin, là, il y a déjà une diversité de comptes, même si c'est le compte principal qui a de manière très majoritaire le plus d'abonnés. Mais du coup, là, à l'inverse, on ne s'est pas dit on commence par le compte général et on répartira ensuite. On s'est dit on commence par un sujet précis. Et pour l'instant, voilà, il y a quasiment déjà 100 000 abonnés juste sur ce sujet-là, quoi. Deuxième catégorie, qui du coup va être un peu au-dessus en termes d'effort, c'est pareil, ce qui va être asynchrone. Donc on va dire que ça rend pas complexe la production de votre contenu dans le moment, ça ne l'inscrit pas dans la temporalité d'interagir avec votre lectorat pendant la production de contenu. Mais par contre, il va falloir le modérer, puisque là on dépasse les réactions contraintes. Vous allez retrouver tout ce qui est commentaires. Commentaires, il y a énormément de choses à dire. Je vais en dire quelques-unes parce que c'est quand même un sujet qui, voilà, sur les 15 dernières années, je pense qu'il a terrorisé énormément de rédactions. Les commentaires, ils ont été ouverts, ils ont été fermés, ils ont été réouverts. Maintenant, ils sont souvent fermés, mais complètement ouverts sur Facebook. Donc, en fait, on donne à Facebook toute la partie interaction qui redéclenche des notifications, le fait que les gens reviennent et on les ferme d'une certaine manière sur nos propres médias, alors que pour des questions de modération, de ressources, alors que c'est vecteur d'énormément d'interactions. Du coup, là, l'idée, c'est surtout de se dire, comme on a pu le faire pour Cooking ou sur certains articles du New York Times, on ouvre les commentaires sur environ 10% de nos articles. Donc, on pose la question beaucoup plus de la qualité et de l'intérêt des commentaires qu'une décision unilatérale de on les ouvre partout, on les ferme partout. Ce qui fait qu'intentionnellement, on ne les ouvre pas sur certains articles où on est persuadé que de toute façon le débat sera très proche de zéro. Donc certains articles sur les taxes de Trump, par exemple, ça ne va pas être ouvert. Et par contre, inversement, on a eu des articles hyper intéressants sur la loi en Géorgie sur les toilettes, par exemple, qui excluait les personnes trans. Et ben, on a eu plein de témoignages dans les commentaires, mais aussi parce qu'on modère tous les commentaires. On ouvre sur très peu d'articles, c'est même plus souvent sur une journée classique de news en dessous de 10%, mais parce que du coup, on va modérer tous les commentaires. Donc on s'assure qu'on a une expérience de qualité des commentaires qui est plus saine et plus sécurisante pour les gens qui y participent que sur Facebook. Et du coup, c'est aussi comme ça qu'on met en avant l'abonnement sur la partie communauté. C'est-à-dire qu'on dit aux gens, si vous voulez avoir des commentaires catastrophiques en bas des articles du New York Times, c'est sur Facebook, parce que tout le monde peut répondre. Et si vous voulez avoir une conversation avec nos lecteurs, pas forcément abonnés, mais à minima inscrits, parce qu'il faut un compte en plus pour commenter. Donc ça nous permet de faire aussi un premier filtre. C'est que si une personne écrit n'importe quoi la première fois, en fait, son compte va être... on va mettre une alerte sur son compte, donc sur l'IP et sur le compte. Donc elle peut retenter 2-3 fois avec d'autres comptes, mais au bout d'un moment, on va avoir à choper toutes les IP avec lesquelles elle peut le faire, quoi. Donc ça, c'est un exemple. Avant le contenu, là je parlais des commentaires, mais aussi beaucoup d'autres choses. Avant le contenu, quand on travaille sur des investigations longues, où on veut avoir plus de témoignages, en fait on sort un article qui ressemble à un article, donc titre, chapeau, etc. Sauf que juste derrière, la fin, après ce paragraphe-là, en gros,
vous allez directement sur un formulaire. Et donc ce formulaire-là, c'est là où vous allez retrouver tout ce qu'on va chercher comme témoignage avant la production du contenu pour nourrir l'article. Ça, c'est assez proche, pas sous forme de témoignage, mais sous forme de questions, de ce que fait très bien Le Monde et que ne fait pas le New York Times. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que l'innovation, elle est aussi beaucoup en France. Depuis que je suis rentré, en tout cas, je vois plein d'exemples fascinants, mais le chat du Monde, c'est des questions notamment qui déclenchent les éléments du live. Et du coup, ce que ça partage en commun avec ce type, pour moi, d'expérience, que je juge du coup un tout petit peu plus intéressante que les commentaires si on devait le faire en 2022, c'est que là, personne ne va voir le message initialement. C'est-à-dire que Le Monde va recevoir 500 questions et va en sélectionner 10. Personne n'a vu les 490 autres questions. Et du coup, j'ai travaillé à Meetup pendant 4 ans avant. Là, on est sur une plateforme purement sociale. Pour diminuer la modération et éviter les problèmes, le premier levé, en fait, c'est de ne pas donner de récompense aux trolls. Pas donner de récompense aux trolls, en fait, c'est d'enlever le fait que ce qu'ils publient est immédiatement public. Si vous enlevez ça, vous enlevez déjà énormément de gens qui ne commentent que parce qu'ils pensent que ça va être public. Et du coup, ce genre d'interface avant l'article, ça va arriver dans une boîte qui est vue effectivement par des journalistes du New York Times qui ne voient pas les meilleures choses, que si quelqu'un veut insulter le New York Times en passant par ça, et évidemment ça arrive, ça va être possible, mais ça ne va pas arriver dans une zone de commentaires à l'avance qui est modérée qu'a posteriori. Donc en fait, on en a beaucoup moins, et on en a déjà discuté avec Lou du Monde, et c'est un peu la même chose. Eux ont fermé les commentaires, mais par contre le chat du Monde est ouvert pour le live parce que ça permet de générer des questions, et il y a quand même moins d'éléments perturbateurs qu'il pouvait y en avoir dans les commentaires. Donc les commentaires, c'est très bien. La seule chose à retenir, c'est de ne pas avoir une vision unilatérale, au contraire de plus se dire bon, on l'ouvre intentionnellement que sur certains contenus pour avoir une super expérience. Et au-delà des commentaires, si vous arrivez à créer des expériences où il n'y a même pas de récompense immédiate à publier quelque chose, et c'est plus une sélection des meilleures réactions, des meilleurs témoignages que vous faites après avoir reçu en privé les suggestions, c'est intéressant aussi. Est-ce qu'il y a des questions sur cette catégorie-là? Ouais. Non, non, du tout. En gros, les commentaires, c'est un vecteur de rétention des abonnés. Ça veut dire que, sans pouvoir partager un chiffre confidentiel, mais les gens qui commentent, ils gardent leur abonnement beaucoup plus longtemps que les gens qui ne commentent pas. Donc en fait, pour nous, ce n'est pas le nombre de commentaires, c'est vraiment la logique de s'il n'y a que 5% des abonnés du New York Times ou 10% qui ouvrent les commentaires et 2% qui commentent, on sait que ceux qui ont commencé à commenter, qui font partie de ces 2%-là, qui commentent une fois ou 50 fois, donc c'est vraiment pas sur le nombre de commentaires que ça se joue. Ils ont créé une relation avec, ils ont leur historique de commentaires dans leur compte, qui perdent s'ils décident de passer sur le Washington Post. Ils ont créé une relation où ils ont parfois les journalistes qui leur répondent. Donc c'est des éléments qui vont faire qu'ils vont garder leur abonnement plus longtemps. En termes de pages vues ou de KPI en valeur absolue, c'est pas l'utilité immédiate de la fonctionnalité. Et d'où le fait qu'on n'est pas dans une logique de volume, qu'elle n'est pas sur tous les articles, et qu'au contraire on se dit sur quel article on peut avoir énormément de témoignages qui ne soient pas entourés d'insultes, qui soient au contraire plutôt pas forcément amicaux. Il y a plein de gens on a énormément de commentaires qui sont en désaccord sur des sujets. La catégorie opinion du New York Times, c'est la catégorie qui a le plus de commentaires. Et là, il y a clairement même plus que 2 opinions sur un même sujet. Il y en a beaucoup plus parfois, mais il n'y a pas d'insultes. Ou en tout cas, on essaye qu'il y en ait le minimum possible, avec un mix d'intelligence artificielle et de prémodération aussi, quoi. Merci. Et là, on va rentrer pour les 2 dernières catégories dans ce qui devient un peu plus compliqué, puisqu'on rentre dans le synchrone. Donc, c'est vraiment tout ce qui va être le plus lié au live de manière générale. Donc, on va être moins sur des formats texte où le texte s'écrit en direct de manière synchrone, c'est un peu plus difficile à faire.
même s'il y a potentiellement une expérience à imaginer, mais beaucoup plus sur le live audio, Twitter Space par exemple, sur d'autres plateformes, ou même si vous faites votre propre live vidéo sur certains sujets sur votre plateforme. Mais en commençant par les interactions non modérées, je vous mets quelques exemples. Là pour le coup, moins de médias, ou alors beaucoup plus de médias individuels, on pourrait dire. Jean Massier et sur sa chaîne Twitch par exemple, le Washington Post a aussi fait plus que le New York Times des Twitch à un moment. Bloomberg et New York Times ont fait des Twitter Space. Ce qui est intéressant, c'est la capacité à rajouter sur le live, même avec des réactions contraintes qui vont être des emojis, ou dans le cas de Twitch, des soutiens à la chaîne. J'achète 3 points pour soutenir la chaîne et ça apparaît de manière très visible. C'est vraiment une manière d'avoir du feedback, un sentiment de communauté, une relation qui se crée avec le lectorat, avec l'audience, pendant la production de contenu lui-même. Je ne parle pas du chat continu, auquel personnellement je ne crois pas, parce que là la modération est quasiment impossible en live. Enfin, c'est vraiment un effort en termes de ressources humaines. Et je ne crois pas que le bénéfice soit énorme, puisque pour les gens qui écrivent dans un chat qui va à 200 à l'heure, ils savent très bien que en fait, ça a disparu une seconde plus tard. Donc ils n'ont pas l'impression d'avoir été particulièrement reconnus. Donc Twitch le fait très bien historiquement, puisque c'est une plateforme plus de gamers que de médias, avec un soutien financier. Je ne dis pas qu'il faut que cette action-là soit liée à un soutien financier, bien au contraire, ça peut juste être de dire, voilà, vous pouvez avoir une interaction où les gens ont le droit de mettre qu'un moment coup de cœur en live pendant un seul live pour les limiter, et ça leur donne une idée de quel est le moment du live qui leur a le plus plu. Et ce que vous avez sur les Twitter Space, vous avez les gens qui participent, les hosts, les co-hosts, et eux vont prendre le micro. Vous avez les gens qui demandent le micro, mais c'est très 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 compliqué de donner le micro à tout le monde, et surtout à des inconnus. Où là on tombe dans la catégorie d'après sur les interactions synchrones et modérées. Globalement, tous les candidats à la présidentielle ont essayé de faire un Twitter Space, un Twitch, enfin en tout cas les Verts, LFI, même les Républicains, ils se sont globalement plantés au moment où ils ont ouvert les vannes à des gens qui ne peuvent pas filtrer avant en leur disant qu'ils peuvent prendre la parole. Par contre, vous avez une interaction un peu plus bas dans l'écran qui n'est pas là, où vous avez des emojis. Et là, vous pouvez voir ce qui est assez intéressant quand vous... Moi, je le regarde, il y a un Twitch sur le conflit en Ukraine qui est fait par des Ukrainiens qui s'appelle Ukrainian Spaces, où en fait, ils ont un Twitch qui reposte ensuite en podcast sur les plateformes Spotify, Apple, etc. le lendemain. Et moi, je le regarde en live particulièrement, parce que si vous l'écoutez en live, les animateurs posent énormément de questions où en fait on peut répondre facilement avec des emojis. Genre qui a ressenti ça, ou qui a cette impression-là depuis une semaine. Et là, du coup, vous pouvez utiliser les emojis et vous voyez du coup tous les gens qui suivent s'animer. Et du coup, là, vous êtes dans quelque chose qui n'a pas besoin d'être modéré, mais où vous commencez à créer pendant le live une interaction avec votre audience. Est-ce qu'il y a une question sur cette catégorie ? Et je note que là, je pense que vous l'avez vu, au début, beaucoup d'exemples qui sont sur les plateformes des médias eux-mêmes. Plus on avance dans la complexité des interfaces, plus aujourd'hui, il y en a très peu qui existent, qui ont été créés par les médias eux-mêmes, puisque initialement, ce n'est pas leur cœur de métier, ni pour le New York Times, ni pour quelques médias que ce soit, et qui du coup sont sur d'autres plateformes, ce qui a aussi son propre set de problèmes, pour être tout à fait conscient. C'est-à-dire que là, on commence à créer une relation avec son lectorat, avec son audience, mais sur une autre plateforme que la nôtre, avec la dépendance que ça peut impliquer plus tard. Dernière catégorie, et là, je vais vous parler d'un projet qui m'est très cher, sur lequel j'ai travaillé pendant 1 an et demi à CNN, s'appelle Interview Club. Donc là, on est sur des interactions synchrones qui arrivent pendant la production du contenu, qu'il faut modérer, mais qui sont, vous allez voir, qui combinent 2-3 éléments qui font que c'est quand même relativement simple, mais qui ne sont pas juste des réactions emoji. Ça, on le déclenche après le début du Covid. On se rend compte que... je vais repartir un tout petit peu plus en arrière. CNN, c'est des interviews
ultra classique. Je ne sais pas si vous avez vu Don't Look Up, mais c'est CNN. Enfin, c'est exactement ça. Et j'étais derrière les studios et voilà, il y a 20 minutes de maquillage. Vous arrivez, il y a 4 questions. C'est 10 minutes. Il n'y a pas d'interview très... Macron, il a été interviewé pendant 17 minutes parce qu'il a débordé comme il le fait en France, mais même là-bas, il a été coupé. Donc c'est très court. Et du coup, parfois, il y a ce sentiment que les questions correspondent pas parfaitement à ce que l'audience peut chercher. Je vais vous donner un exemple. Si vous vous rappelez, avant le Covid, tout le monde pensait que Bloomberg, l'ancien maire de New York, allait exploser la primaire démocrate. C'était le prince élu, il allait arriver, rafler la mise. Il n'y a pas eu de questions sur ses interventions, puisque il est en contact avec ses rédactions tout le temps, il a refusé des questions à l'avance, et au moment du débat, il s'est explosé dans les 15 premières minutes de son débat. Il s'est fait globalement attaqué par tous les autres candidats qui, eux, n'étaient pas des journalistes, donc, et avec une vraie compétition, et pas un rôle de journaliste, mais juste si je gagne, tu perds, et vice-versa. Le premier débat a été un calvaire, il s'est retiré immédiatement. Ça, c'est vraiment ce qui a été à l'origine de se dire comment est-ce qu'on peut savoir des choses ou les percevoir, mais pas forcément avoir la légitimité aussi des questions qui viennent de l'audience, mais sans faire venir des gens de l'audience remplacer le journaliste et créer une confusion des genres où on a quelqu'un qui prend le micro et dit Monsieur Bloomberg, ça. Et ça, on ne voulait pas le faire dans le même cadre. On ne veut pas tout ce qui est citizen journalism où on met la rédaction au même niveau que les gens qui peuvent consommer le contenu. C'est quelque chose auquel on ne croit pas. Par contre, on pense qu'une rédaction, juste dans le sens où c'est un métier qui vient avec le fait d'aller chercher des sources, de vérifier des informations. Et si, je parle surtout dans le cadre de CNN, donc dans du live, si on a quelqu'un qui dit en 10 secondes, parce qu'on lui a donné le micro et qu'on n'a pas vérifié avant qui ça peut être, et que là, il balance une fake news, en fait, soit la rédaction, elle a immédiatement le temps, encore une fois sur de la télé, de pouvoir dire c'est pas bon, c'est pas une vraie information, soit elle le fait une demi-heure plus tard et le mal est fait parce que la loi fait que c'est beaucoup plus facile pour une fake news de circuler plus rapidement qu'une vraie info, quoi. Donc c'est vraiment dans le cadre de la télé qu'en tout cas nous on se dit on peut pas faire venir quelqu'un sur un plateau, même pour une intervention de 15 secondes qui est pas forcément qu'on n'a pas pu voir avant, quoi. Ça on l'a fait pendant le Covid. On a eu pas mal d'interviews, notamment avec tout ce qui était santé, Anthony Fauci, etc. Mais on rentre dans des process, en tout cas qui n'étaient pas du côté de mon équipe, qui étaient pure rédaction, où là on sélectionne des gens, il y a très peu de gens. Si on les a sélectionnés, mine de rien, on sait exactement quelles questions ils posent. Donc finalement, ce que je veux dire, c'est qu'on est moins dans l'interaction que dans un format vidéo attractif, mais qui finalement a été créé exactement. C'est-à-dire que, je vais dire quelque chose... plus directement, je ne pense pas que si on avait sélectionné les gens à l'avance, on aurait eu par exemple sur Bloomberg la question qu'on voulait avoir. Puisque de toute façon, ça serait passé par une sorte de filtre qui fait que ça aurait été compliqué de dire à Bloomberg voilà une question sortie de nulle part qu'on n'osait pas vous poser nous, quoi. Alors cet exemple-là, il est hyper politique, il y en a plein d'autres, mais on l'a fait notamment Interview Club, et je vais revenir un peu sur l'interface, beaucoup sur tous les sujets de santé pendant le Covid et sur l'environnement. La personne que vous avez à gauche ou à droite, selon les personnes qui ont interviewé, c'est quelqu'un de chez CNN. C'est quelqu'un qui fait une interview, qui est journaliste, qui a ses propres questions. On ne prend pas que les questions de l'audience. La personne, elle fait son intro, ça peut durer 5-10 minutes. On est sur du web, on n'est pas sur la chaîne, donc on a quasiment autant de temps qu'on veut. Donc on est plus sur des interviews de 35, 45, 1 heure. Ce qu'on n'a pas, encore une fois, sur des moments très courts dans la chaîne. Et ce que vous avez à droite, ce sont des questions. Ces questions-là, elles viennent de l'audience, mais on est dans la même logique que le monde. C'est-à-dire que si vous posez une question, elle n'arrivera pas ici dans la colonne. On n'est pas sur Twitch, donc il n'y a pas de logique, il n'y a pas de récompense. Ah, je peux écrire n'importe quoi, et ça va être juste à côté d'un passage hyper intéressant dont sont en train de parler l'interlocuteur et le journaliste, et là on a quelqu'un qui pourrait balancer des insultes. On n'est pas dans cette logique-là, on est dans une logique d'avoir toutes ces questions. Et une fois que ces questions elles ont été approuvées, pour le coup on était sur un bêta-test initialement plus petit, donc on n'a pas eu
de contenus où on a absolument dû se poser une question de est-ce que ça c'est hyper insultant mais finalement la question est intéressante, est-ce qu'on la garde? Je pense qu'il faudrait le voir encore plus à l'échelle, mais on a quasiment tout accepté à chaque fois. Il y a eu 3-4 questions où là il y avait une insulte et on les a pas prises, mais sur tout le reste globalement on a gardé les questions. Et ensuite ce que vous avez, l'idée c'est pas d'avoir 30 questions qui soient exactement les mêmes dans l'interface, c'est qu'à chaque fois que vous voyez, là si vous allez cliquer sur poser une question, on vous remet la liste des questions qui ont été le plus demandées avant que vous en postiez une autre, ce qui nous demande un effort de modération, donc on évite on retarde un peu ce moment et on vous encourage plutôt à voter des questions existantes. Et ce qui est intéressant, c'est que cette page-là, elle existe avant l'interview. Avant l'interview, ça c'est juste une image et la description de l'interview à venir. Et vous pouvez déjà commencer à poser vos questions avant. Donc vous pouvez poser vos questions avant et pendant l'interview. Pendant l'interview, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir des questions par rapport à quelque chose qui a été dit, c'est de la réaction, ça va être ah mais si vous avez dit ça, et ces questions-là, on leur donne une chance parce qu'en termes d'interface, elles vont avoir vraiment besoin de plus d'aide puisqu'elles arrivent pendant. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'ensuite, ça, c'est la question auquel la personne est en train de répondre en ce moment même. Et ça crée un découpage par chapitre. Donc voilà, ça c'était vraiment... Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas sur un réseau social. C'est une interface qui a été développée par CNN, par notre équipe. Derrière, il y avait aussi toute l'interface back-end pour modérer toutes les questions, toute l'interface pour les producteurs pour savoir quelles questions on envoie à quel moment pour déclencher le chapitrage. Donc là, on est à un très haut niveau de modération, d'investissement tech, de tout ce qui va avec, mais c'est juste pour vous dire que c'est possible et ça a créé des interviews hyper intéressantes où parfois c'était l'invité qui regardait sur l'ordinateur à côté quelles étaient les questions. Vous voyez qu'on lui posait toujours pas la question parfois, parce que ça arrivait, et du coup commence à dire « Ah, j'ai vu qu'il reste cette question qui est quand même la plus votée. Ça nous est arrivé une fois, j'aimerais bien y répondre. » Et c'était pas une question facile. Et ça, c'est assez intéressant que ce soit venu de la personne qui, là, est d'une certaine manière confrontée à ce qui se passe dans la newsroom. Et juste pour conclure, hors de ces interactions liées au contenu, voilà, le niveau le plus abouti, on pourrait dire, de création d'un lien avec votre communauté, c'est quand c'est même plus lié au contenu, c'est juste le fait de rassembler. Ça peut être un événement comme celui-ci, s'il était plus orienté lecteur là que professionnel, comme le monde peut faire des festivals. Il y a un groupe Discord pour le Synth, il y avait le groupe Discord pour Vortex d'Arte. Voilà, c'est toutes ces logiques de... On ramène les gens dans une communauté sans même leur attacher à un contenu spécifique. Donc je vais juste conclure... Voilà, sur cette slide, encore une fois, très simple, très facile à faire initialement. Ça va être des réactions, donc ça ne va pas non plus être la relation la plus haute. La récompense, elle est globalement progressivement ici, mais au moins selon là où votre média en est, ça peut vous donner des pistes de comment le faire et en essayant de le garder sur vos plateformes. Voilà, merci beaucoup, merci à tous.